Bonjour, Quentin Perrois, en charge des sujets d'innovation chez AIA Life Designers. Je vais vous présenter ici notre offre AIA Digital Design qu'on développe maintenant depuis quelques années et qui mûrit de jour en jour. Paramètre-moi la ville, je redéfinirai ses contours. Une citation célèbre de notre collaboratrice Charlotte Perrier, dont vous comprendrez toute la puissance, on va dire, à la fin de cette présentation. Si vous ne connaissez pas IA Life Designers, on est une agence d'architecture et d'ingénierie implantée initialement sur Nantes il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on est un peu plus de 600 collaborateurs, principalement sur le territoire national, avec une dizaine d'agences, également à l'étranger, en particulier en Suisse et à Shanghai, où on couvre tous les métiers de la maîtrise d'œuvre de bâtiments, de conception et de construction de bâtiments, mais également plus largement à l'échelle urbaine. On va dire qu'on travaille sur à peu près l'ensemble du spectre des différents secteurs de la construction. Ça part de la santé, du bien-être, en allant vers les logements, bureaux, des équipements publics, de l'enseignement. Depuis 2017, on s'est engagé sur le bâtiment connecté, solidaire et humain, qui fait directement écho, on va dire, à notre approche life design, qui est de mettre au cœur du projet l'humain. Donc là, on comprend tout de suite assez bien le lien avec la partie numérique, mais nous, on garde toujours bien l'humain au cœur du sujet. Donc un sujet qu'on a sur le côté de l'approche digitale, qu'on a développé depuis à peu près 5 ans, en particulier autour du BIM. Et on est monté progressivement sur toute la partie modélisation, programmation algorithmique. Et là, on arrive à une partie charnière où on s'oriente vers l'architecture générative, où on commence c'est le début, c'est les prémices, à intégrer l'aspect intelligence artificielle qu'on va travailler à connecter avec notre approche de conception architecturale globale. Donc notre offre là, se décompose en 3 parties. Une première partie de design paramétrique qui travaille autour d'outils numériques, de rendu, et tout le lien avec la partie de construction derrière. Parce qu'on n'est pas on est une phase de concepteur, mais on n'oublie pas que derrière, il faut que le bâtiment se construise. Et donc, on travaille vraiment sur cette partie design paramétrique pour maximiser, on va dire, l'architecture, pour optimiser les coûts, et on revient dessus sur toute la partie l'homme au cœur du projet, donc augmenter tous les usages. Quelques exemples à suivre. Ici, donc on a sur le centre hospitalier de Monaco, un de nos projets phares là, de ces dernières années, un projet à 360 millions d'euros, donc, qui est sur le rocher à Monaco, avec des problématiques fortes d'ensoleillement. Et donc la réponse architecturale a été de créer tout un réseau, on va dire, de brise-soleil tout autour du bâtiment. On a quand même 28 km de brise-soleil en linéaire. Et le travail important qui a été réalisé a été de modéliser l'ensemble de ces brises-soleil pour optimiser aussi bien la densité verticale que la profondeur de ces brises-soleil, leur inclinaison, pour optimiser d'un côté les vues de ces chambres, comme on peut le voir ici, mais également bien maîtriser les apports solaires. Donc là, on a travaillé avec des logiciels, je ne sais pas si vous connaissez, avec Grasshopper et Rhinoceros, qui nous a permis d'optimiser tout et d'envisager toute la phase de construction de ces 28 km de brise-soleil. Un autre exemple, ici sur l'aéroport de Roland-Garros, à La Réunion, on a eu une approche assez similaire à la précédente, cette fois-ci non pas sur la façade, mais sur la toiture. Cette toiture qui a une ondulation dans double, on va dire, une première ondulation dans une direction et une deuxième dans l'autre direction, pour s'intégrer au maximum, optimiser, on va dire, l'intégration paysagère et favoriser la ventilation naturelle. Et ici, on a travaillé pour générer automatiquement la charpente. On est sur une charpente bois,
pour que cette charpente soit donc les contraintes structurelles soient optimisées. On arrive à économiser 40 à 50 tonnes de bois, donc 10 à 15% sur la charpente, ce qui est loin d'être négligeable. On a une approche un tout petit peu différente ici sur l'Hôtel-Dieu à Lyon, la plus grosse réhabilitation de France qu'on a livrée dernièrement. Et sur cette verrière, on a fait une verrière un peu type freeform. Et donc le travail qui a été réalisé était de boucler, on va dire, entre les contraintes architecturales de cette freeform, les contraintes les contraintes patrimoniales, de ne pas pouvoir s'appuyer sur les façades, et bien sûr la faisabilité technique et économique de la construction de cet ouvrage, et d'être capable de discrétiser cette freeform en éléments qui demain sont capables d'être réalisés en usine, et qui donc ont été réalisés en usine, comme on peut le voir ici. On a une approche un peu similaire aussi sur cette approche freeform, ici avec un partenaire, Jacob et McFarlane, sur le conservatoire de Noisy-le-Sec, avec également discrétiser cette freeform en une somme d'éléments individuels, et optimiser également ces éléments individuels pour ne pas avoir, pour minimiser le type d'éléments, pour pouvoir être capable d'optimiser les coûts de construction de cette façade. Et aujourd'hui, on poursuit le développement de connaissances et de compétences en lançant une thèse architecture générative et prédictive pour une approche globale partagée. Si vous êtes plus intéressé sur le sujet, on a Othman là, qui est notre futur doctorant qui est présent sur le site, avec l'objectif de, comme évoqué tout au début, de coupler intelligence artificielle et conception architecturale globale. Comme vous l'avez bien compris, un travail important de cette partie-là consiste à travailler sur les datas existantes, et donc d'être capable d'aller analyser des données prospectives qui viennent de sources variées, que ce soit les données du GIEC, que ce soit des données de la Banque mondiale, plus localement de Météo France ou de l'ADEME, donc un panel de données. Nous, notre travail, c'est d'analyser ces données et de les intégrer dans nos projets, dans les conceptions urbaines et architecturales qu'on peut avoir, et de les traduire en risques, en impact technique, en contraintes architecturales. Ici, quelques exemples. En ayant cette approche, on a pu développer de la ventilation naturelle sur un hôpital en milieu cyclonique. Donc, ce qui a permis de se passer. Donc ça, on est un hôpital, on doit être à peu près à 200 millions d'euros. On arrive à se passer de climatisation sur La Réunion. Donc vous pouvez imaginer que pour nos clients, c'est des sujets qui les intéressent de près, et sur lequel nous, on est capable de s'engager en ayant cette vision prospective. Non pas donc en s'appuyant sur les données, on va dire les statistiques des 30 dernières années, mais en s'appuyant aussi sur les projections à 20, 30, 50 ans. On a eu un peu une approche similaire sur la French Tech, et on le développe ça assez couramment sur d'autres projets, sur les températures de confort, donc températures qui vont prendre pas uniquement les températures, l'ambiance, mais les vitesses de vent, les apports solaires, et permettre de proposer régulièrement de s'affranchir, en particulier en bureau, de systèmes de climatisation. Et pas en regardant les données des 20 dernières années, mais en se projetant, encore une fois, en 2035-2050. Troisième partie de notre offre, le smart building, un peu plus largement, on va dire le smart city. Donc comment s'appuyer sur la gestion de data pour augmenter les espaces, consommer sobrement, stocker et faire mieux avec moins, être plus performant.
Donc, je pense que je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a une activité dans le milieu santé hospitalier assez importante. Et depuis quelques années, on a opéré un changement de paradigme. On est passé d'une approche, on va dire, plutôt de conception d'hôpital en intégrant au maximum les contraintes techniques. Que ce soit les espaces opératoires qui définissaient, on va dire, la forme du bâtiment. Et là, on change de paradigme en se disant qu'on définit plutôt des parcours, que ce soit des parcours tout type d'usagers, que ce soit dès aujourd'hui, que ce soit les patients, que ce soit leurs accompagnants, que ce soit le corps médical. On définit des parcours dans ces hôpitaux pour générer à côté des services, pour activer, on va dire, les différents espaces et définir non pas l'hôpital comme un espace technique, mais comme une réelle destination. Donc ça, c'est ce qu'on développe ici sur le CHU de Caen, mais qu'on commence à développer assez largement sur l'ensemble de nos projets hospitaliers, et ce qui plaît assez bien à nos clients qui voient aussi une rentabilité optimisée, quoi. Et donc, on a aussi les projections sur comment assurer une mutabilité aussi des différents espaces, avec cette mutabilité qui peut être différente en fonction du type d'espace, des contraintes techniques. On ne va pas forcément changer un bloc opératoire de la même façon que la partie hôtelière de l'hôpital et ainsi de suite. Smart Building, on pense forcément à tout ce qui va être suivi de la performance, des consommations. Donc ça, c'est des choses qu'on propose assez régulièrement sur les projets pour optimiser, suivre les consommations, qu'elles soient consommation énergétique, d'eau ou de flux de matière. De manière plus prospective, on a travaillé ici sur un projet dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris 1 avec un partenaire, Seine, sur un bâtiment banque de matériaux. Donc là, on change aussi d'optique en se disant que le bâtiment n'est pas une somme d'éléments qu'on va essayer au mieux de recycler en fin de vie, mais comme un bâtiment dont la valeur intrinsèque est la composition des matériaux, les matériaux qui le composent. Et donc on a eu un travail assez important donc technique sur les assemblages, le choix des matériaux, la pérennité de ces matériaux et une cartographie précise de ces matériaux pour envisager une seconde vie au bâtiment à 30-50 ans. Et pour terminer, quand on pense smart building, on pense nécessairement donc bâtiment intelligent. On est tous familiers des différentes applications qui se développent dans les bâtiments, les notifications qu'on peut recevoir en veux-tu, en voilà. Et donc là, notre approche, c'est de compléter cette approche smart building en faisant un bâtiment communicant, mais qui communique aussi sur l'extérieur, donc dont on est capable de savoir que c'est un bâtiment communicant. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans pour savoir qu'il est communicant, on le voit sur la façade. On se rend compte, cette façade nous permet de connaître un peu la vie du bâtiment, quel est un peu son métabolisme, quelles sont ses consommations, sa production ENR, quels sont les espaces disponibles, voilà. Mais également de savoir un peu la vie dans le bâtiment. Donc quelles sont les entreprises existantes, est-ce qu'il y a des recherches de partenariat en cours, est-ce qu'il y a des conférences. Donc là, on envisage un peu un panel de solutions à ce stade. Et donc c'est un peu ce qui nous motive assez bien sur ce côté digital design, c'est qu'on voit que le champ des possibles est relativement large, que nous, en tant que constructeurs, on va dire qu'on a un peu un élément charnière entre une phase d'exploitation et puis des besoins clients. Donc voilà. Donc si on a trois sujets à retenir, le premier c'est design paramétrique, d'accord. Donc avec comment utiliser les outils pour générer des solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. Ingénierie prédictive, donc comment associer de l'ingénierie urbaine environnementale à des données prédictives. Et la dernière, le smart building, donc comment utiliser la data pour activer, on va dire, les usages et créer des destinations. Voilà, merci.